puisque la Wallonie est quand même une région où il y a pas mal de légendes. Quelle est la vérité? Quel est le fond de vérité derrière tout ça? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel du début jusqu'à la fin? Les contes et légendes qui étaient la mémoire. Il ne faut pas oublier que la tradition, c'était une mémoire externe et qui était collective. Et il faut s'en inspirer, essayer de comprendre ces métaphores et ces analogies avec le monde réel. Les forêts sont des endroits où il y a de nombreuses légendes. Ainsi, dans le Morvan, ou même ici, dans la forêt de Fontainebleau, on retrouve la légende du chien noir aux yeux rouges, accompagné pour ici d'un homme noir, d'un chasseur noir, qui ressemblerait à s'y méprendre aux légendes de l'Ankou, c'est-à-dire de la mort, qui hante les forêts bretonnes depuis la nuit des temps. Mais ces endroits ancrés de légendes, ces grandes forêts, que ce soit la forêt d'Orient, la forêt de Fontainebleau, où je me trouve actuellement, la forêt de Brocéliande, la forêt d'Hôte, la forêt du Helgoat, etc., sont aussi des lieux de manifestation de boules lumineuses qu'on attribue aujourd'hui à des observations d'objets volants non identifiés. Certains ufologues, dont Jacques Vallée, s'étaient intéressés à cette espèce de lien entre les anciennes légendes de notre histoire folkloriste ou légendaire et les observations d'entités. Les ufologues ont plusieurs théories, plusieurs hypothèses. La première étant que ces endroits dits de folklore, où il y a eu par le passé des légendes de fées, de boules lumineuses ou autres, sont et sont toujours des hotspots, des endroits où il y a donc un phénomène dit étrange ou ufologique ou autre qui s'y passe. Il y a aussi la théorie comme quoi en fait il y a eu une évolution. Je me rappelle encore lors du tour de la Suisse étrange, il y avait donc l'observation d'un dragon dans le ciel et quelques mois après observation d'une lueur dans le ciel. Comme si le dragon était passé au stade de lueur, comme si la culture des gens était passée de légende à science. Donc ce serait donc l'évolution de ce que l'on observe dans le ciel. Et puis il y a aussi une autre théorie, comme quoi tout ceci, il n'y a aucun lien entre le folklore et les observations d'OVNI, que ce sont deux choses différentes et qu'en gros il n'y a aucun lien. Moi j'ai toujours appris que dans les légendes, quand on parlait d'une légende, il fallait bien se dire qu'il y avait un fond de vérité derrière tout ça. On s'aperçoit également que dans ces forêts, non loin de celles-ci, aux alentours, il y a des rencontres rapprochées du deuxième type et du troisième type. Alors une grande question se pose. Est-ce que ces forêts sont des lieux privilégiés pour ce genre d'observation? Et une autre question, ces ovnis, sont-ils des manifestations d'êtres venus d'ailleurs, ou alors simplement une évolution du folklore ancestral? Ainsi, dans un premier temps, je vais vous faire part des différents bois et forêts qui ne sont pas connus médiatiquement pour être des endroits légendaires, mais où il y a des phénomènes ovnis très intéressants. Ensuite, nous poursuivrons, dans la deuxième partie de cet épisode, avec l'étude du phénomène ovni autour des forêts du Helgoat, dans le Finistère, de Brocéliande, en Ille-et-Vilaine, de la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, et de la forêt d'Orient, dans le département de l'Aube. Il y a une composante du phénomène qui est quand même redondante, c'est qu'il touche des témoins relativement isolés, soit seuls, soit en couple, soit à deux, soit à trois, souvent en voiture et souvent dans des endroits effectivement assez isolés ou peu fréquentés. Je vous retrouve à présent dans le département de l'Yonne, dans la forêt d'Hôte. Je vous avais fait part de cas d'observation de cigares volants de couleur vert, de disques volants, de boules lumineuses qui avaient été vues au-dessus de cette forêt au cours de précédents épisodes sur EDF TV, donc les épisodes OVNI dans l'Yonne. Mais il y a eu un autre cas très intéressant, puisque nous allons tout de suite rejoindre Rémi Fauchereau, ufologue
de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens non identifiés, sur un site où il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type. Ici, nous sommes en pleine forêt d'Hôte, à proximité de l'aérodrome de Joigny, à quelques kilomètres du bout de la piste de Joigny. Pas loin non plus d'un terrain militaire qui se trouve à un carrefour un petit peu plus loin, sur la gauche du nom de village de Loz. Et là donc un couple qui venait de par là, donc d'un petit village qui se trouve en forêt d'Hôte, un couple d'Apoigny, venait un soir à minuit en 1970 avec sa voiture, il prenait sur cette route-là, il venait là. Ils ont vu comme une manche à air spiralée de couleur grise, et elle a attiré la voiture, et même la voiture, pendant un moment, il m'a dit, je me rappelle, le monsieur m'a dit, j'ai l'impression qu'elle avait décollé de la route. Et puis, ils se sont retrouvés un peu paralysés, arrêtés, et d'un seul coup, la manche, je dirais la manche à air entre guillemets, la boule spiralée, elle est montée à une direction, en direction du ciel à une vitesse vertigineuse, et après la voiture et le couple ont pu continuer leur route en direction de l'aérodrome de Joigny sans problème. Autour de la forêt d'Hôte, il y a eu quelques observations d'OVNI, de type rencontre rapprochée du premier type, comme celle qui s'est déroulée à Saint-Julien-du-Sault en 1982 où il y a eu l'observation d'un cigare, mais également à Chaillé en hiver 1960 aussi l'observation d'un cigare, et non loin de Neuvy-Sautour le 26 septembre 1954 observation d'un disque volant du sud vers le nord. Dans la forêt d'Hôte ou le pays d'Hôte, on retrouve encore une fois la légende du grand chien noir ou du loup-garou. Mais passons à présent à cette légende. Dans la forêt d'Hôte ou le pays d'Hôte, il y a la légende des voire-loups, qui sont des créatures nocturnes mentionnées dans le folklore du secteur. Ce sont des hommes ou des femmes aux âmes noires, capables de se changer en loup, en renard ou encore en chat. Ils se métamorphosent la nuit, attaquent le bétail et boivent le sang de leurs victimes. Leurs yeux peuvent allumer des feux à distance. Sous leur forme humaine, ils posséderaient une tache rouge en bas de la colonne vertébrale ou une fourche à 2 dents sur l'épaule gauche. Je vous retrouve à présent à côté d'un ensemble mégalithique dans le département Ille-et-Vilaine qui s'appelle le Cordon des Druides. C'est un alignement de pierres levées. Je me trouve en forêt de Fougères, non loin de la ville de Fougères, une forêt dite la forêt des Druides car il y a d'autres mégalithes. Il y a aussi un étang, l'étang de Saint-François, et en dessous, quelques petites cassures ou failles géologiques. Ici, les phénomènes observés n'ont rien à voir avec des phénomènes de type objet volant non identifié. C'est plutôt des phénomènes de type paranormaux ou dits de haute étrangeté. Nous avons des fantômes, des manifestations de lueurs de couleur bleue, mais qui ne sont identifiées là comme étant des orbs. Et également, au-dessus de l'étang de Saint-François, a été vu plusieurs fois, et selon les légendes locales depuis fort longtemps, une brume lumineuse de couleur bleue électrique qui semble survoler cet étang. Nous retrouvons donc là des phénomènes, on pourrait dire, liés à la tectonique des plaques, des phénomènes liés à une faille géologique. Donc des phénomènes géologiques, voire sismiques, même si ici il n'y a pas beaucoup de microséismes ou de séismes. Mais passons à présent donc à l'étude du secteur. Tous les 15 juillet à minuit, on peut voir sur l'étang Saint-François en forêt de Fougères flotter comme des brumes à forme humaine, 2 êtres énigmatiques que l'on dit être des âmes défuntes. Le phénomène ne dure qu'un court moment puis s'évanouit. Il s'agirait du spectre d'un moine et de celui d'une jeune femme qui se retrouvaient autrefois secrètement près de cet étang. Surpris, dans leurs coupables ébats, ils eurent tous deux la tête tranchée. Depuis, ils continuent de vivre leur bonheur, mais entre ciel et terre. La configuration de ce secteur, forêt, étang et quelques cassures géologiques en dessous, ressemble étrangement à d'autres lieux de phénomènes paranormaux en France, comme à côté de l'abbaye de Mortemer. Mais ceci est un autre sujet. La Provence recèle de rencontres rapprochées du 3e type, fortement intéressantes. Il y a les plus connus, Valençol, l'atterrissage de Trans en Provence, mais il y a eu également l'affaire de Château-Double, village
se trouve en contrebas, qui avait été enquêté à l'époque par Éric Zurcher, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type en France, créateur du Centre de recherche ufologique niçois, et co-auteur du livre OVNI et conscience. Il avait appelé ce cas la traque du chasseur. Bien sûr, il y a le fameux cas du bois de Prades, dans le Haut-Var, qui est un cas assez extraordinaire quand même, parce qu'il a impliqué un commissaire de police. Et il s'est déroulé pendant relativement longtemps. Moi, je l'ai appelé la traque du chasseur. C'est un cas qu'il faut resituer encore dans le contexte de l'époque et de ce qu'on a découvert à l'époque. À 8 km approximatifs, au sud de la forêt de Vérignon, et à 10 km à l'ouest du bois des Pranes, s'est déroulée sur la commune de Tourtour, le 24 février 1974, une observation. 2 personnes ont vu une masse ovoïde se présentant sous la forme de 2 croissants, dégageant une lumière orangée, partagée par une bande noire. L'objet resta une demi-heure à la même place avant de disparaître. Non loin du bois des Pranes, du côté d'Ampus, se trouve le dolmen de Maranque. Il est à signaler également que des personnes auraient été attaquées par des jets de pierre dans ce secteur, des pierres venues de nulle part. À 3 km 600 mètres de la forêt de Vérignon, s'est déroulée le 29 janvier 1977 une observation d'un rectangle volant non loin de la ville d'Ops. 2 témoins aperçurent un objet de forme rectangulaire très irrégulier. Il se déplaçait à l'horizontale et sa couleur était rouge-orange. Et elle n'a pas varié pendant l'observation. L'objet se déplaçait dans le sens sud-est-nord-ouest. Non loin du village de Vérignon, il y a une colonne romaine et un menhir qui s'appelle le menhir de la pierre plantée. Bref, encore un endroit de légende où il y a eu, et il y a, des observations d'objets volants non identifiés et de créatures semblant venir d'ailleurs ou des contes et légendes de Provence. Continuer cette étude sur s'il y a un lien entre les endroits légendaires et les apparitions d'OVNI, je vous retrouve à présent dans le département du Finistère, dans la forêt du Helgoat. La forêt du Helgoat est une forêt où il y a énormément de légendes, de sites mystérieux, comme ici la grotte d'Artus, ou d'Ursus, ou d'Arthur, comme vous voulez. Il y a aussi un camp romain un petit peu plus haut, le camp d'Artus. Si vous continuez le chemin, vous verrez un menhir et la mare aux sangliers. Il y a des histoires de gnomes, de lutins, de fées, de korrigans. Et, étrangement, autour de la forêt du Helgoat, il y a aussi des apparitions d'OVNI. La forêt du Helgoat se trouve dans les monts d'Arrée. Les monts d'Arrée sont célèbres dans l'ufologie du Finistère. Il y a énormément de veillées qui sont effectuées. Il y a eu des observations par le passé, des boules lumineuses, des disques, des cigares, des triangles. Il ne faut pas oublier que dans les monts d'Arrée, il y a aussi la seule centrale nucléaire du Finistère, la centrale nucléaire de Brennilis, qui est en cours de démantèlement. Ici, il y a de nombreuses petites failles géologiques aussi. Un petit peu plus bas, en contrebas de la grotte d'Artus, il y a une faille qui passe. Bref, ce secteur est très intéressant à étudier ufologiquement parlant et par rapport aux légendes. Il y a aussi quelque chose de mystérieux, un fait qui remonte à Napoléon III, sous l'époque de Napoléon III. Des gens, des paysans qui partaient au marché du Helgoat se sont fait entourer par une sorte de brume ou un brouillard lumineux et ont disparu. Mais ceci est une autre histoire, mais nous aborderons aussi cette question et ce témoignage, ce fait dans la partie sur le Helgoat. Donc alors une grande question se pose ici, y a-t-il beaucoup plus d'observations, de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type, voire des faits mystérieux dits de haute étrangeté? Passons à présent donc à cette mystérieuse forêt du Helgoat. Le phénomène OVNI, au-dessus ou autour de la forêt du Helgoat, est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, notamment du côté de Poulaouen, entre Locmaria-Bérien et Helgoat, à côté d'une entrée de galerie de mine sur un ancien site industriel qui date du 18e-19e siècle. Et cette mine, donc, c'est une mine de plomb et d'argent. Il ne faut surtout pas aller dans la galerie, car il y a présence de gaz, et un peu plus loin, il y a un panneau « Danger de mort ». Ici,
il s'est passé quelque chose de curieux, quelque chose de bizarre, qu'on ne sait pas où classer. Paranormal, ufologie, phénomène naturel, ou juste une légende pour dire attention, n'allez pas ici, il y a des gens qui disparaissent, comme ça les gamins n'allaient pas dans ces galeries. Ici, sous l'époque de Napoléon III, il y a eu une disparition en masse. À la verticale de cette entrée, juste au-dessus sur le chemin, des personnes qui se rendaient au marché du Helgoat se sont retrouvées entourées d'une sorte de brouillard lumineux, une brume lumineuse, qui les a fait disparaître. Ce cas a été récolté par Joël Ménard dans le livre « Vérité et mensonges sur les ovnis ». À quelques kilomètres au nord de la forêt du Helgoat se trouve le menhir de Kerma-Pelvin, d'une hauteur de 6 mètres de haut. Il y a un culte de la fécondité. Les femmes qui souhaitaient enfanter venaient se frotter le ventre sur ce menhir. Je vous retrouve à présent, non loin de la forêt du Helgoat, dans une autre forêt qui s'appelle la forêt de Fréau. La forêt de Fréau, dit-on dans les légendes, qu'il y aurait 2 enfants fantômes qui hanteraient cette forêt. Niveau observation d'OVNI, nous ne sommes pas loin de Pulaouen ou Saint-Udec, où il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type, c'est-à-dire un objet qui était vu au sol, de couleur jaune et qui a dégagé un flash de couleur violet. Il y a eu des observations aussi, non loin d'ici, à Scrignac, Bolazec, Plourarc, Quérien, Caillac, et un petit peu plus loin, l'année à nous. Mais passons à présent à ces observations. Le 15 janvier 1979, vers 21h, une dizaine d'habitants du bourg de la Feuillée ont observé l'évolution d'une boule lumineuse se déplaçant lentement dans le ciel, dégagée au sud-est, c'est-à-dire direction Huelgoat. 3 personnes de Carré prévenues ont aperçu la boule lumineuse, qui pour eux était au-dessus de Pulaouen, soit du nord. Cette boule faisait jaillir par intermittence des éclaboussures multicolores du rouge vif au vert tendre, avant de tourner au bleu, et ces rayons laissaient deviner un mouvement giratoire de l'engin. Le phénomène dura environ 20 minutes, et l'engin prit ensuite de l'altitude, et se confondit avec les étoiles. Il est à noter que cet étrange phénomène rappelle l'observation qui avait été faite d'une espèce de lueur changeant de couleur ressemblant à une pile électrique au-dessus de la forêt d'Ombré, en Vallée-Hutoise, Belgique. Il y a eu également l'affaire de la rencontre rapprochée du deuxième type qui s'est déroulée le 9 juin 1975 à 23h45 du côté du petit hameau du lieu dit Saint-Udec que nous avions vu dans un épisode précédent. Cette boule lumineuse de couleur jaune semblait produire des flashs lumineux de couleur violet. On peut remarquer que les observations d'OVNI sont géolocalisées à l'extérieur de la forêt du Helgoat ou la forêt de Fréau, à part l'affaire du 15 janvier 1979. Mais on ne sait pas exactement où était le phénomène observé. Au-dessus de la forêt du Helgoat, au-dessus de Pulaouen ou au-dessus des campagnes entre la Feuillée et Pulaouen. Je vous retrouve à présent dans la forêt de Fontainebleau. Alors la forêt de Fontainebleau, y a-t-il beaucoup plus d'observations de type rencontre rapprochée du premier type, rencontre rapprochée du deuxième type ou rencontre rapprochée du troisième type? Chose que nous allons voir à présent. Le phénomène OVNI au-dessus de la forêt de Fontainebleau est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain en blanc sur la carte. On peut remarquer qu'autour de la forêt, il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type, du côté de la Chapelle-la-Reine, et d'autres phénomènes inexpliqués. Mais ça reste essentiellement des observations d'objets lointains ou au-dessus de la forêt. Dans la forêt de Fontainebleau, auraient été vus 2 spectres à cheval dans le parc, certaines nuits d'été. Il y a aussi le fantôme d'une jeune femme qui y fut assassinée il y a quelques années. Dans la forêt de Fontainebleau, les témoins qui se situaient sur la localité de Fontainebleau, la ville, ont observé au-dessus de cette forêt légendaire, où il y a de nombreuses légendes, des lueurs, des disques volants, des cigares et même des triangles volants. Mais passons à présent aux rencontres rapprochées du premier type qu'il y a eu au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Le 17 août 1977, un couple stationnant dans la forêt de Fontainebleau observant un objet en forme de disque tournant sur lui-même à une altitude d'environ 250 mètres
Ce dernier lâcha un autre engin de petite taille. Le 1er octobre 1977, un couple observe 2 objets trilumineux de forme ovale évoluant dans une direction nord-sud. Arrivés au-dessus du bourg, ils firent demi-tour et disparurent. 5 minutes plus tard, un autre objet arrive à basse altitude et s'immobilise au-dessus de la Nationale 7. 4 à 5 hublots sont visibles, derrière lesquels des lumières rouges et blanches. Après 2 minutes de vol stationnaire, l'objet part vers Fontainebleau. Un témoin de Lyon qui m'a rapporté qu'à cette époque-là, il vivait dans cette région-là, et il avait vu dans la forêt une pyramide de couleur verte, avec des entités qui sortaient du bois et qui faisaient des bonds. Bon, apparemment ces entités étaient de forme humanoïde. Je vous retrouve à présent à Bourron-Marlotte, dans le département Seine-et-Marne toujours, non loin de la forêt de Fontainebleau. À Bourron-Marlotte et Montigny-sur-Loing, il y a eu des observations d'OVNI. En regardant la carte des observations, on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus d'observations à l'extérieur de la forêt de Fontainebleau. Il est à noter également autre chose, c'est que dans certains cas d'observation, les témoins regardaient ou observaient à l'opposé de la forêt, c'est-à-dire que les objets n'étaient pas au-dessus de la forêt, mais de l'autre côté. Il y a cependant quelques cas intéressants que je vous faire part à présent. Passons à présent à une rencontre rapprochée du deuxième type. Le 22 septembre 1981, entre la Chapelle-la-Reine et Uri, le témoin est en voiture sur la Nationale 152 quand il observe à travers la vitre, avant droite, une lumière verte qui semble accompagner la voiture. Il s'arrête et voit alors cette lumière verte qui se balance de façon désordonnée au-dessus d'un champ, à une distance estimée d'1 kilomètre par le témoin. Soudain, une lumière rouge fait son apparition à gauche de la première, mais à une certaine distance de celle-ci, plusieurs centaines de mètres. Une des lumières semble se poser. Un autre véhicule arrive et le premier témoin parvient à le faire arrêter. Le nouveau témoin se joint au premier et ils observent les 2 lumières pendant 15 minutes. Les 2 témoins décidèrent de partir chacun de leur côté. Le premier témoin passe le hameau de Buteau et s'arrête sur un chemin en terre. Il sort de sa voiture et s'engage à pied sur le chemin. Les lumières sont face à lui. Soudain, une forme se matérialise devant lui sur le chemin. Le témoin se sent secoué violemment et il ressent une forte sensation de chaleur. La forme rappelait un peu celle d'un bouchon de champagne. Paniqué, le témoin retourne à sa voiture et démarre en trombe. Il parvient à la Chapelle-la-Reine et sonne à la gendarmerie. Un gendarme accompagne le témoin sur place et constate à son tour les 2 lumières, mais qui s'éloignent. Ils reviennent à la gendarmerie, mais un autre gendarme repart avec le témoin et tente de se rapprocher des lumières qui s'éloignent de plus en plus rapidement. Le témoin dépose alors en gendarmerie, sans oser toutefois parler de ce qui lui est arrivé sur le chemin. Je vous retrouve à présent dans le département du Morbihan, dans un endroit fortement légendaire, puisque je suis en forêt de Brocéliande. Je suis en face de l'église de Tréaurentoc, où il y a de magnifiques vitraux concernant le Graal, les légendes arthuriennes, le peuple celte, etc. Donc intéressons-nous maintenant à cette forêt légendaire, aux observations d'OVNI qu'il y a eu dans cette forêt, aux légendes, aux phénomènes dits paranormaux. Passons à présent donc à l'étude de la forêt de Brocéliande par rapport au phénomène OVNI. Y a-t-il beaucoup d'observations d'OVNI au-dessus de Brocéliande ou aux alentours ? Le phénomène OVNI au-dessus ou aux alentours de la forêt de Brocéliande est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu une notification de rencontres rapprochées du deuxième type, voire même du troisième type, mais sans apparition d'OVNI. Alors faut-il classer ces cas d'observation dans l'ufologie ? Le paranormal ou les légendes? Là est la question. Je vous retrouve à présent à côté d'un autre lieu magique à Brocéliande, c'est le tombeau de Merlin, qui, selon certains experts, serait une ancienne allée couverte. Ici, il y a encore de gros rites qui sont effectués. En arrivant sur le lieu, il y avait une dame qui était en train de faire une espèce d'incantation et de jouer avec une sorte de tam-tam en diffusant différents sons. La légende qui circule autour du tombeau de Merlin est assez intéressante, ufologiquement parlant. Il est dit que Merlin serait parti dans l'autre monde, le CID ou une autre réalité ou une autre dimension, dans une bulle.
invisible. Cela rappelle étrangement le cas de Beau Soleil dans les Alpes-Maritimes qu'a enquêté Éric Zurcher. Les entités observées étaient dans une espèce d'œuf ou de bulle, mais nous verrons cela dans le prochain épisode d'OVNI et légendes. Au sud du village de Tréorantec se trouve le Val sans retour, célèbre endroit légendaire. Il est dit, selon les légendes et les observations, qu'il y aurait des fées lumineuses et que des promeneurs auraient observé des faisceaux lumineux dans ce secteur. Entre Baignan et Plélan-le-Grand se trouve un lieu qui s'appelle le Pont du Secret. Aujourd'hui, une auberge s'élève au bord de la rivière. Il y a un curieux phénomène de hantise qui s'y passe. 4 Bretons en costume national se matérialisent autour d'une table, buvant de l'hydromel, et tenant une conversation animée. Ils sont bientôt rejoints par un 5e personnage tenant un cheval par la bride. Parfois aussi, on entend des cris semblant provenir d'un ancien moulin situé sur la route des Forges, où une femme aurait autrefois été assassinée. Le spectre de cette femme a été vu aux alentours du solstice d'été. Il m'est arrivé quelque chose de curieux. Une photo qui me laisse encore 10 ans après très perplexe. Donc je suis actuellement à la Chambre-Loup, enfin juste au-dessus, et pas très loin du château des Guenats. Les Guenats sont des petits lutins qui vivraient dans ce secteur. J'ai fait une photographie de cette paroi rocheuse qui se trouve juste là. Vous pouvez voir la photo qui s'affiche. Vous voyez 3 espèces de ronds ovales, moitié rond, moitié ovale, de couleur jaune, marron. Cette paroi rocheuse, il n'y a aucune surface réfléchissante. Ce que vous voyez en blanc, c'est de la mousse morte. De la mousse qui est blanche, d'ailleurs qu'on peut voir juste là, ici. Là, c'est de la mousse blanche. Il y a de la mousse un peu verte, moitié blanche, et de la mousse donc qui est en vie, donc de la mousse verte. Donc comme vous le voyez, il n'y a aucune surface réfléchissante sur cette roche. Donc c'est une photo que je n'arrive pas à expliquer. J'ai fait quelques recherches sur ce secteur. C'est vrai qu'en dessous, il y a un réservoir, un lac. Un petit peu plus loin, à 111 mètres de ce lieu, au sud-est, il y a une faille géologique. Que le Val des Fées se trouve à la verticale au-dessus d'une faille géologique qui a la même orientation. Ainsi, on peut se demander si les anciens, quand ils voyaient des fées, n'y voyaient pas tout bonnement des phénomènes liés à la tectonique des plaques, à la géologie, par rapport à des roches semi-conductrices qui dégageraient, par moments sous certaines tensions, des boules de plasma ou d'énergie. Il est curieux de voir qu'au sud-ouest du Val des Fées se trouvent 2 endroits légendaires, dont l'être de Pontus, et également la fontaine de Barenton, qui est une fontaine à souhait et où il y a certaines légendes assez particulières que nous allons voir à présent. Un autre fait, si par exemple vous mettez de l'eau, vous prenez de l'eau de la fontaine, comme ça quoi, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie qu'il pleuve, si vous prenez de l'eau de la fontaine de Barenton et que vous la mettez sur cette pierre, eh ben, d'après les légendes, il y aura un orage. Autour du château de Trécesson, il y a énormément de légendes, d'histoires, de fantômes, de spectres. Il y a aussi eu observation d'un fantôme identifié comme un moine rouge ou un fantôme de couleur rouge. Il est à signaler que non loin de là se trouve une petite cassure géologique. Autour de la forêt légendaire de Broceliande, on trouve des sites remarquables, comme ici, l'alignement de Monteneuf, qui se trouve dans la forêt de Monteneuf, entre Monteneuf et Guerre. A l'origine ici, il y avait 420 menhirs. 39 ont été redressés pour montrer aux touristes comment était le lieu à l'époque, pour donner une certaine vision. Non loin d'ici, il y a eu des observations d'OVNI, du côté de Ploërmel, ou aux alentours. Mais passons à présent à l'étude des différents lieux intéressants où il y a eu des observations d'OVNI autour de Broceliande. Le 27 juillet 1980, à Ploërmel, vers 23h30, 2 témoins aperçoivent dans le ciel 2 points lumineux. Ils se déplacent parallèlement, puis effectuent des changements de trajectoire avant de revenir à leur point de départ. L'observation, qui a duré environ 10 minutes, a permis d'assister à plusieurs allées et venues. Les objets se sont soudain dirigés rapidement vers l'ouest pour disparaître.
aucun bruit n'a été entendu au cours de l'observation. Toujours à Ploërmel, le 22 juillet 1985, des témoins observant depuis chez eux une lueur particulière. Un témoin décide de se rendre sur le lieu présumé de la lueur, sur place, ne voyant rien, et après avoir discuté avec une autre personne, ces témoins sont tout à coup surpris de voir à environ 200 mètres d'eux une grosse forme ovale de 20 mètres de long et 5 mètres de haut, émettant une lueur assez pâle. Une lumière discontinue semble suivre le pourtour de cette forme. Une autre source lumineuse, plus brillante, changeant d'intensité, se trouve à côté de la plus grande forme. Les témoins vont alors voir disparaître, puis réapparaître ce phénomène sans entendre de bruit. Plus tard, et à un autre endroit, d'autres personnes ainsi que le témoin principal verront un phénomène lumineux ayant la forme d'un cylindre à l'intensité lumineuse variable et dont l'arrière semble balayer le ciel comme des projecteurs. L'observation se fera entre 23h15 et 3h du matin avant de disparaître soudainement et définitivement. Aucune autre information n'a pu être recueillie sur le phénomène qui reste inexpliqué. Cependant, cette même nuit, entre 1h et 3h du matin, 3 gendarmes assistèrent aux évolutions d'une masse lumineuse d'un blanc laiteux affectant la forme d'une demi-poire. De l'objet partaient des faisceaux de lumière en mouvement. Au nord de la forêt de Brocéliande, en décembre 1999, à Talensac, un soir d'hiver et à 1h du matin, un témoin en fermant son portail est apeuré par la présence d'une grande spirale silencieuse blanc clair qui se déplace. Aucun autre témoignage ne sera recueilli sur ce phénomène. Ce cas d'observation atypique peut évoquer un phénomène météorologique exceptionnel, mais le récit est ancien, peu détaillé, et la date précise est inconnue. Bien qu'assez éloigné de la forêt de Brocéliande, Carentoire, qui se trouve au sud de là où il y a les alignements mégalithiques de la forêt de Monteneuf, il y a eu un témoignage assez intéressant. Ainsi, le 1er juillet 1979, 2 personnes sont prises de violents maux de tête après avoir observé un éclair lumineux sur un mur de leur chambre. Ces maux de tête disparaissent en même temps que le phénomène lumineux. Regardant par la fenêtre pour déterminer l'origine de cette lumière, ces 2 personnes observent plusieurs faisceaux lumineux éclairant la route. Le journal local rapportera par la suite la présence de zones d'herbes brûlées dans un champ du secteur. Dans ce cas-là, nous voyons encore présence de faisceaux de lumière, comme dans la légende du Val sans retour, au sud de Tréorantuc. Carentoire se trouve dans une autre zone intéressante à étudier que nous aborderons au cours de prochains épisodes, notamment ovnis et failles géologiques. À l'est de la forêt de Brocéliande et au sud de la ville de Rennes, entre Pompéan et Orgères, il y a eu des observations de brumes lumineuses dans ce secteur. Il est à signaler qu'il y a également une petite cassure géologique non loin du lieu. Je tiens à signaler aux ODS Notes qu'il y aura un autre épisode concernant la forêt de Brocéliande qui vous fera part de ces légendes. Ce sera la réédition du reportage qui avait été diffusé en 2010 sur le compte Watt TV, mais qui hélas a disparu d'internet. Je vous retrouve à présent à côté du menhir de Kermaker, dans le département du Morbihan, dans la forêt de Lanvaux. La forêt de Lanvaux est très intéressante car il y a des histoires de fées, de gnomes, de lutins, de dames blanches. Il y a eu aussi de nombreuses observations d'ovnis par le passé, notamment une qui est assez spectaculaire du côté de Croix-de-Bois-en-Colpeau et à Colpeau. Ici, on pourrait se demander si ces grandes pierres et ces lieux de légende en forêt de Lanvaux auraient-ils un lien avec les observations d'objets venant d'on ne sait où. Dans les légendes locales, il est à signaler, il est dit que souvent, des personnes ont observé des processions lumineuses, c'est-à-dire des boules lumineuses en file indienne qui semblaient se manifester dans les bois ou carrément sortir du sol. Il est à signaler que la grande faille sud-armoricaine n'est pas très loin de la forêt de Lanvaux. Après nous être intéressés à la forêt de Brocéliande et la forêt de Fontainebleau, intéressons-nous maintenant à la forêt d'Orient. Ici, d'après certains ufologues, il y a plusieurs sons de cloche en fait. Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup d'observations d'ovnis au-dessus de cette forêt, et d'autres qui disent qu'il y a des observations mais à l'extérieur de cette forêt, comme un peu dans la forêt de Brocéliande et de Fontainebleau. Donc passons à l'étude ovniesque ou ufologique
de cette forêt d'Orient. Le phénomène ovni, au-dessus de la forêt d'Orient ou autour de celle-ci, est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Je vous retrouve à présent dans la forêt du Temple, en plein forêt d'Orient. Les observations d'ovnis, comme vous l'avez vu sur la carte, au-dessus de la forêt, il y en a très peu, même pas du tout. Il y a des cas de rencontres rapprochées du deuxième type du côté de Lusigny, des observations du côté de Brienne-le-Château, qui est un site templier. Mais pour le moment, la forêt d'Orient n'est pas associée au phénomène ovni. À Lusigny-sur-Barse, alors que le lac était en construction, un 20 octobre, c'est un après-midi, il pleut. Le témoin, un exploitant forestier, se trouve dans la forêt de Lusigny-sur-Barse, au niveau des bois de l'Arivoin, et suit une allée quand il entend un bruissement semblable à un vol de pigeons. Il voit alors au ras des arbres un énorme engin de forme ovale de la grosseur d'une citerne. Au même moment, une chaleur torride qui semble devenir de plus en plus forte prend à la gorge le témoin qui croit suffoquer. La chaleur dégagée par l'engin provoque un épais brouillard en raison de l'évaporation de l'humidité. Ce phénomène dure un quart d'heure. Quand il se dissipe, la terre et les arbres sont aussi secs qu'en plein été. Il semblerait bien actuellement, une légende prétend que dans les disons entre 40 et 44, un détachement nazi est traversé la forêt d'Orient, qui réclamait encore à l'époque des guides et qui ne sont jamais sortis. Moi je veux bien, mais il semblerait cependant que plusieurs expéditions temps justement de Philippe le Bel au moment de Templier, c'est ce qui est arrivé. Je vous retrouve à présent dans une sapinière, dans un bois de la vallée hutoise, en Wallonie, Belgique, et demandons à présent à Gaëtan, directeur du Faux Wallonia, la web TV du réseau d'enquête ufologique belge, s'il y a eu des observations d'OVNI à proximité ou au-dessus de sites légendaires. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la vallée hutoise est tellement truffée d'endroits intéressants qu'on ne peut pas définir un lieu précis, puisque sur 1 km², on peut retrouver plusieurs choses intéressantes, tant historiques, légendaires que sensibles, autre chose. Donc on ne peut pas le dire vraiment. C'est certain qu'il y a eu des observations d'OVNI qui ont survolé, mais je pense que ce sont plutôt du hasard. C'est plutôt de la coïncidence parce qu'ils survolaient sans forcément s'arrêter. Donc, par exemple, les boules lumineuses de la vallée hutoise apparaissent bien souvent à l'horizon. À l'horizon, sur les côtes, les collines de la vallée hutoise, on peut retrouver des sites archéologiques, le radar, etc. Donc il y a plein de choses intéressantes. Donc on ne peut pas franchement relier ce phénomène à ces sites historiques ou légendaires, etc. Donc voilà. Beaucoup de chercheurs de terrain, d'autres personnes qui s'intéressent à l'ufologie, à la haute étrangeté ou même au paranormal, se posent des questions quand il y a une possible lien entre les endroits dits légendaires et les lieux ufologiques où il y a eu des observations d'OVNI, soit par le passé, soit récentes. En conclusion, on peut remarquer que dans les histoires légendaires de ces forêts, il y a des choses qui ressemblent à des phénomènes OVNI ou des phénomènes qui accompagnent un phénomène de type objet volant non identifié. Que ce soit une RR1, une RR2 ou une rencontre rapprochée du troisième type. Il y a déjà la présence de brumes lumineuses, parfois électriques, changeant de couleur, comme on l'a vu du côté de la forêt de Fougères, mais également dans la forêt du Algoat et à Brocéliande. Ces disparitions de personnes ont été classées pour la plupart dans des ouvrages ufologiques, car cela fait partie des rencontres rapprochées du sixième type, c'est-à-dire blessures ou morts causées directement ou indirectement par la présence d'un ovni ou d'une entité. Quand on regarde ces forêts, il y a eu ce genre de phénomène dans la forêt du Algoat, dans la forêt d'Orient, et peut-être dans d'autres endroits en France.
Le seul cas que je connais, que j'ai lu dans la littérature ufologique, c'est qu'il y a toute une section dans les Dardanelles, au moment de la guerre des Dardanelles, qui avait disparu comme ça dans un brouillard, et qu'on n'a jamais retrouvé. Ils sont pas morts. On n'en a pas retrouvé des morts. On n'en a pas retrouvé. Ils manquaient. Ils manquaient à l'appel. Le matin, ils étaient là, ils ont traversé, je crois, une région. Ils ont été pris dans un brouillard, il n'y avait plus rien. Ça, on le retrouve dans la littérature ufologique, dans mes livres que je lisais au début dans les années 70. Moi, c'est ce cas-là que je connais. Et ce cas-là avait été considéré comme ufologique. Enfin, ayant un rapport avec l'ufologie, avec les ovnis. Donc c'était un enlèvement, quoi, tout simplement. Hein, un enlèvement par disparition par des ovnis, par des extraterrestres. Ils rapportaient cet événement aux extraterrestres et un enlèvement par des extraterrestres. C'est le seul cas que je connais. Mais il y avait là, dans ce cas-là, présent justement d'un brouillard, un brouillard un peu bizarre, qui n'était pas naturel, etc. Un peu avec comme s'il était rempli de paillettes ou je crois, de luminescents, et puis voilà, disparition. Il y a aussi ces phénomènes de boules lumineuses, une forme d'ovni qui est souvent observée encore de nos jours, et qui pour les anciens était des faits. Il y a aussi un autre phénomène que l'on retrouve dans des observations d'ovnis, dans des observations de choses mystérieuses, c'est ces faisceaux lumineux, qui sont aussi une légende du Val sans retour, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'épisode. J'ai jamais vu un objet qui avait un projecteur. Quand vous voyez le projecteur sous un ovni, je vous garantis que si c'est un hélico, vous allez entendre le bruit. Même s'il est loin. On pourrait se demander si notre esprit, comme je l'ai dit, que lorsqu'on monte au col de Vence, on veut voir un phénomène. Lorsqu'on vient ici, on veut voir un phénomène, mais légendaire. Plus tu te rapproches du phénomène, plus l'interaction est forte, plus il y a des éléments oniriques provenant de ton propre inconscient, voire de ta propre culture, qui apparaissent dans le témoignage. Souvent en seconde analyse, bien entendu. Le témoin, lui, n'est pas toujours conscient. C'est pour ça qu'une seconde analyse qui reprend l'analyse sémantique du cas, justement, est très révélatrice. Il faudrait axer ses recherches sur cela. Et aussi, à vous, dans vos régions, voir les endroits dits légendaires et comparer avec le phénomène ovni, les différents phénomènes, les entités observées, que ce soit les légendes de lutins, de gnomes, ou etc., et les entités observées, les ufonautes. Moi, j'ai toujours appris que dans les légendes, quand on parlait d'une légende, il fallait bien se dire qu'il y avait un fond de vérité derrière tout ça. Il y a aussi dans ces forêts légendaires des créatures, des êtres venus d'on ne sait où, du plus profond de l'imagination des hommes, ou alors du Cid, ou de l'autre monde, comme on peut le remarquer dans les légendes celtiques. Il y a ces apparitions de gros chiens noirs aux yeux rouges, ou de gros chats, qu'on retrouve aussi dans des endroits dits hotspot ovni en France et dans le monde. Rappelez-vous le chien noir qui avait été observé à côté du ranch Skinwalker dans l'état de l'Utah. Et dans ces affaires curieuses, il y a aussi le fameux loup-garou d'Ombray. Une affaire aussi dont on parle peu et qui d'ailleurs est passée aux oubliettes depuis un certain nombre d'années puisque c'est une affaire qui remonte au Moyen-Âge. Mais cette affaire est quand même intéressante puisqu'on parle qu'il y avait à cette époque-là une bête bizarre qui circulait la nuit dans la région d'Ombray, de la Tour Malherbe, qui est un ancien moulin, et dans les bois environnants, notamment dans celui qu'on se trouve. Nous aborderons ces créatures qui semblent aussi accompagner des rencontres rapprochées avec un ovni dans le prochain épisode OVNI et légende 2. Il avait vu une forme noire, une masse noire comme ça. Et c'était vivant. C'était pas un objet, c'était quelque chose de vivant, comme un gros chat, il m'a dit. Dans les légendes, les contes et légendes qui étaient la mémoire. Il ne faut pas oublier que la tradition, c'était une mémoire externe et qui était collective. Et il faut s'en inspirer, essayer de comprendre ces métaphores et ces analogies avec le monde réel. Et les anciens avaient cette sagesse de garder le fruit de ce qui est plus précieux finalement pour nous, c'est la mémoire. Est-ce qu'on peut dire que les faits, les apparitions magiques sont liées à la présence extraterrestre ? Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça ? Ce lien, un jour, on le trouvera. Mais je pense qu'on a encore de longues années de recherche devant nous
pour voir s'il y a des liens entre la nature, les faits, les légendes, les superstitions, le paranormal et l'ufologie. Donc passons de la théorie à la pratique, mais il faut un minimum de formation théorique pour savoir ce dont on fait. Quelle est la vérité? Quel est le fond de vérité derrière tout ça? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel du début jusqu'à la fin? Les forêts légendaires ne semblent pas être des endroits où il y a beaucoup d'observations d'ovnis. C'est surtout à l'extérieur de ces forêts, comme on a pu le constater du côté du Helgoat, de la forêt de Brocéliande, Fontainebleau. Mais alors, comment se fait-il que dans certains endroits, certaines forêts, il y a plus d'observations qu'ailleurs? Cela s'explique tout bonnement parce que dans ce coin, il y a eu ou il y a encore de nos jours des associations ou des enquêteurs de terrain qui maillent leur territoire, qui cherchent des témoignages. Nous avons vu que dans la forêt d'Hôte, dans le département de l'Yonne, il y a eu un cas de rencontre rapprochée du deuxième type et plusieurs observations de lueurs ou de phénomènes aériens non expliqués. Cela s'explique tout bonnement parce qu'il y a Rémi Fauchereau, ufologue et président de l'association d'études des phénomènes aériens non identifiés, qui quadrille et maille le territoire du département de l'Yonne sur les observations d'OVNI. Dans le département du Var, du côté du Bois des Pranes ou la forêt de Vérignon, il y a eu par le passé, il y a encore des associations ufologiques qui donc quadrillent le terrain pour chercher des témoignages d'observations d'OVNI dans ce secteur. Même constat pour la forêt du Helgoat. Là-bas, il y a énormément de groupes ufologiques qui enquêtent sur le terrain. Donc cela pourrait s'expliquer tout bonnement par le fait qu'il y a plus d'observations dans une région qu'ailleurs. Mais s'il y a des observations au-dessus de ces forêts, dans ces secteurs, il est tout à fait envisageable que dans les autres départements en France, où il y a des forêts légendaires, mais où il y a peut-être pas beaucoup d'ufologues ou d'enquêteurs de terrain, il pourrait y avoir des surprises. Donc j'invite vous autres, passionnés du phénomène OVNI ou enquêteurs de terrain, à mailler votre secteur pour essayer de comprendre un petit peu plus ce phénomène qui reste encore aujourd'hui inexpliqué. Les comparaisons entre les lieux d'observation d'OVNI et les lieux dits légendaires ou paranormaux, mystérieux ou inexpliqués, feront l'objet de plusieurs autres suites. Ainsi, dans les prochains mois, vous verrez d'autres épisodes OVNI et légendes qui parleront d'autres endroits en France, d'autres légendes et d'autres observations d'OVNI. Nous aborderons aussi OVNI et lieux historiques, y a-t-il un lien? Et la suite d'OVNI et mégalithes, tant attendue par certains auditeurs de DHTV. S'en suivra une sorte d'étude géo, UFO, paranormale ou légendaire, qui sera divisé en plusieurs épisodes. Bref, nous continuons donc ce chemin de l'étrange, de l'inexplicable et ufologique, pour ainsi étudier, voir, ou peut-être se tromper aussi, sur un possible lien entre les lieux d'observation d'OVNI, les noms de ces lieux, les légendes locales et les mystères. Dans le prochain épisode des dossiers de DHTV, nous aborderons les légendes de dragons, du petit peuple, les gnomes, les lutins, les elfes, les korrigans, les légendes de créatures qu'il y a dans certaines forêts en France, des problèmes d'espace-temps ou des portes vers le passé, vers le CID, l'autre monde, une autre dimension, ou vers le futur, comme par exemple dans la forêt d'Andenne, où des promeneurs se sont retrouvés en pleine préhistoire, comparé toujours au phénomène des observations d'objets volants non identifiés. Cet autre épisode aura pour nom OVNI et légendes de comparaison des ufonautes et des créatures du folklore en France. Pour vérifier s'il y a effectivement une activité mystérieuse ou ufologique au-dessus de ces forêts légendaires, j'invite les gens de ces secteurs à faire des veillées de surveillance du ciel pour vérifier si oui ou non il y a plus d'observations dans ces endroits qu'ailleurs. Donc là, pour cette première partie d'OVNI et légendes, y a-t-il un lien ? On s'est intéressé essentiellement aux forêts en France, et les forêts donc qui sont légendaires, qui sont curieuses, mystérieuses, inquiétantes des fois. Il y en a certaines qui sont hantées d'être de type poltergeist. Il y a des jets de pierre, on retrouve aussi cela au col de Vence, ou ailleurs dans d'autres hotspots ufologiques en France, ou dans le monde. Donc cette conclusion, même si ce n'est pas une conclusion, puisqu'il va y avoir d'autres parties
à cette étude OVNI et légende y a-t-il un lien, se fait ici à côté de l'église de Tréaurentuck. Et je pense que la phrase qu'il y a à l'entrée de l'église vous donnera rendez-vous à la partie 2 de cette étude OVNI et légende y a-t-il un lien, c'est-à-dire la porte est en dedans. En dedans de quoi? Là est la question. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique ainsi que la bonnette à réseau. Et à très bientôt sur les chemins ufologiques ou des choses mystérieuses sur ODH TV.